Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes. Cette semaine c'est le renouveau du cercle brisé et dans cette vidéo, pour conclure la semaine et le pack, les cartes neutres et les faiblesses. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est dimanche matin, le café commence à faire effet, mais j'espère quand même que je dirai pas trop de bêtises. Alors la première carte neutre, c'est le fou, un autre tarot. Toujours de niveau 3, toujours un coup de 3, toujours un emplacement de tarot et le trait tarot. Réaction, quand vous jouez une carte, inclinez 0 le fou, réduisez de 1 le coût de cette carte. Réaction, quand la partie débute, si 0 le fou est dans votre main de départ, mettez-le en jeu. Alors la première façon d'envisager cette carte, c'est dans un deck cacher son jeu. Dans un deck cacher son jeu, on essaie de n'avoir aucune ressource en permanence. Ce qui veut dire que on prend pas la ressource de la phase d'entretien. Voilà. Lors de la phase d'entretien, on choisit de ne pas gagner de ressources. On a en permanence 0 ressources. Et si on veut jouer une carte qui a un coût, un coût de 1 ou plus, il va falloir ruser. Avec par exemple Madame la Branche, avec connaissance interdite, choses comme ça. Et avec le fou, voilà, je prends l'image, avec le fou, une fois par round, vu qu'il faut l'incliner, vous pouvez jouer une carte qui a un coût de 1 en n'ayant aucune ressource dans votre réserve. Ce qui est particulièrement intéressant pour chanceux. Voilà, un événement qui coûte 1, alors là c'est la version de niveau 0, ça coûte 1. Rapide à jouer quand vous devriez échouer un test de compétence, gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Si vous jouez cacher son jeu, vous avez 0 ressources, et si vous n'avez pas encore une fois un truc du style Madame la Branche pour gagner en action rapide, dans une fenêtre d'action rapide, votre ressource, vous ne pouvez pas jouer chanceux. Et si vous gardez une ressource pour jouer chanceux, vous n'avez plus le bonus à vos compétences de cacher son jeu. Alors jusqu'à présent on avait la possibilité d'utiliser chanceux de niveau 3 qui est gratuit, qui donne un plus 3, qui marche sur tous les investigateurs et qui fait piocher une carte. Mais il fallait investir 3 expériences par exemplaire de chanceux. Là vous dépensez 3 expériences pour le tarot, et ça passera vos 2 exemplaires de chanceux d'un coup de 1 à un coup de 0, à condition que vous ne jouiez pas les deux en même temps. Ça sera aussi pratique pour sort de protection, pareil, ça coûte 1, c'est rapide. À jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, annulez l'effet révélation de cette carte, ensuite subissez une horreur. Avant, vous auriez peut-être été tenté de garder une ressource pour jouer un chanceux en cas d'échec sur un test de compétence sur la carte traîtrise. Maintenant, vous pouvez ne prendre aucune ressource, ne prendre aucune ressource pendant la phase d'entretien. Si nécessaire, le fou rend le sort de protection gratuit. Ou chanceux, si vous avez les deux dans votre deck. Dans un deck Patrice Hathaway, ou Hathaway, je sais jamais trop comment prononcer, c'est aussi une carte que je trouve très intéressante. Pourquoi ? Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, Patrice, elle veut les cartes les plus polyvalentes possibles. Elle peut pas conserver les cartes. Une carte qu'elle peut pas jouer entre la phase d'entretien où elle la pioche et la phase d'entretien suivante, c'est une carte qui sera défaussée pour rien. Eh bien, le fou lui permet de jouer des cartes qui auraient été trop chères d'une ressource pour elle sinon. Alors, comme sa carte signature c'est le violon, qui permet en défaussant une carte de sa main et en l'inclinant, soit de faire gagner une ressource, soit de faire piocher une carte à un investigateur dans le lieu. C'est quoi la carte suivante ? Voilà. Elle peut jouer Madame la Branche, qui fait gagner une ressource, si on n'a pas de ressource. Elle peut jouer Connaissance interdite, qui, en action rapide, donne une ressource si on accepte de subir une horreur. Ça fait que, là, on a la liste de toutes les cartes que peut jouer Patrice et qui coûtent plus de 3. Grâce au fou, ces cartes-là, vous pouvez les jouer, aussi paradoxal que ça puisse sembler, vous pouvez les jouer dans un deck caché son jeu Patrice. Parce que,
Madame Labranche lui fournit, elle a 0 ressources pour avoir le bonus de cacher son jeu. Donc elle utilise Madame Labranche elle utilise Madame Labranche pour avoir sa première ressource. Ensuite, elle utilise connaissance interdite. Probablement l'horreur, elle la met sur Peter Sylvestre si elle l'a en jeu. Ça lui fait sa deuxième ressource. Elle utilise son violon. En défaussant une carte de sa main, ça lui fait sa troisième ressource. Et maintenant, en inclinant le fou, elle peut jouer une carte qui a un coût imprimé de 4 pour les 3 ressources qu'elle a eues. Et donc, elle va gagner ses ressources, immédiatement les dépenser et récupérer son bonus de cacher son jeu. Donc les cartes en question, qu'est-ce qu'on a ? On en a un paquet. Alyssa Graham, Akina, l'arc décoré. On a clairvoyance. Voilà un sort d'enquête. Ce sera pas mal pour elle. La clé de Saint-Hubert, pareil, ça lui a fait passer à 5 de volonté et 6 grâce à cacher son jeu. Rituel de recherche jusqu'au niveau 2. Pareil, si vous jouez Patrice dans un deck cacher son jeu, alors là ça sera plutôt pour du duo ou du multi. 4 de volonté de base, le plus 1 de cacher son jeu, le plus 2 de rituel de recherche, elle fait une enquête avec une valeur de compétence de 7 pour trouver 2 indices en cas de réussite. Voilà. L'œil du chaos, la possibilité de jouer volonté de survivre, de niveau 3. Habile diversion de niveau 5, là il vous manquera la 5e ressource. Mais voilà. Et alors là j'ai pas détaillé, ça me semble plus marginal, mais cette carte-là, peut éventuellement s'envisager dans un deck riche, avec l'idée que vous allez économiser une ressource par round. Et donc vous enrichir comme ça en économisant, sauf que la carte, si vous l'avez pas au début de la partie, elle vous coûtera 3. Si vous l'avez vers la fin de la partie, au final elle vous amènera pas tant de réduction que ça, donc c'est très incertain comme utilisation. Deuxième carte neutre du pack, le pendentif lunaire. Ça, c'est de niveau 2, ça coûte 2 ressources, ça occupe un emplacement d'accessoire. Vous avez un emplacement de tarot supplémentaire. Chaque soutien tarot non faiblesse dans votre main ou attribue un test de compétence gagne 2 icônes libres. Réaction quand la partie débute, si le pendentif lunaire est dans votre main de départ, mettez-le en jeu. Alors, dans la boîte... c'était dans le pack, dans les griffes du chaos, on avait Anna Caslow, un soutien de niveau 4 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié et qui donne 2 emplacements de tarot supplémentaires. Quand la partie débute, si Anna Caslow est dans votre main de départ, mettez-la en jeu. Après l'entrée en jeu d'Anna Caslow, cherchez un soutien tarot dans votre deck et mettez-le en jeu. Alors Anna Caslow permettait de faire des decks tarot, en ayant jusqu'à 3 tarots en jeu, et en mettant un tarot en jeu, donc sans le payer, à son arrivée en jeu. Le problème, c'est qu'elle était quand même faible. J'en ai parlé dans la vidéo sur les cartes gardiens, si ma mémoire est bonne. Dans ce cycle, il y a une traîtrise qui inflige, je crois que c'est un dégât, ou une horreur, je sais plus, un dégât je pense, un dégât direct à tous les alliés. Ça faisait sauter Anna Caslow, ça faisait perdre les emplacements de tarot, donc elle était très fragile. Là, on a le pendentif lunaire qui permet quand même d'avoir plusieurs tarots en jeu simultanément et qui est moins fragile aux effets de jeu. À noter qu'il n'est pas unique, donc si on a un chasseur de reliques, on peut envisager de mettre 2 pendentifs lunaires pour avoir 3 tarots en jeu. Alors, avoir plein de tarots, c'est évidemment un truc qui va être intéressant pour Lola Eyes, vu qu'elle peut avoir... elle peut avoir toutes les cartes jusqu'au niveau 3 et toutes les cartes neutres jusqu'au niveau 5. Donc voilà, elle peut avoir tous les tarots. Elle peut en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tarots différents. Vous pourriez, ça semble bête, mais vous pourriez faire un deck Lola... Vous pourriez faire un deck Lola Eyes composé uniquement de tarots. Alors le deuxième aspect intéressant de la carte, c'est que les soutiens tarot non faiblesse
qui sont dans la main ou attribuer un test, c'est-à-dire que quand vous faites un test, comme les tarots dans votre main ont 2 icônes libres, vous pouvez les attribuer. Et une fois qu'ils sont attribués, ils conservent leurs 2 icônes libres. Donc voilà, si vous avez des tarots dans votre main surnuméraires ou que vous ne pouvez pas jouer parce que tous vos emplacements sont pris, ou alors que vous ne voulez pas jouer parce que ça vous coûterait trop cher en ressources, et ben le pendentif lunaire vous les transforme en exemplaire de courage inattendu. Très intéressant pour Patrice Huffaway, encore une fois, elle veut les cartes les plus polyvalentes possibles. Si elle a un tarot dans sa main qu'elle ne peut pas le jouer, et ben ça lui fait un exemplaire de courage inattendu qu'elle attribuera à son prochain test. Vu que de toute façon le tarot elle le conservera pas dans sa main. Et elle a accès à 5 tarots différents. Donc potentiellement dans son deck elle peut avoir 10 cartes avec le trait tarot. C'est aussi intéressant pour Minty Fan, qui elle a accès également à 5 tarots, parce que Minty Fan, ça l'intéresse toujours d'attribuer des cartes. Et que quand elle attribue le tarot, elle pourra rajouter un 3e icône libre. Et si elle a en jeu Esprit Analytique, cette carte à 3 icônes libres, elle pourra l'attribuer à un test effectué par un investigateur dans un autre lieu. Donc voilà, Minty Fan, vous faites un deck, vous lui mettez par exemple 2 copies du tarot qui lui donne plus en intelligence, je sais pas, une copie du tarot qui lui fait piocher des cartes quand elle a 8 cartes en main, 2 copies du tarot qui fait plus 1 de vie, plus 1 de santé mentale, un pendentif lunaire pour qu'elle ait accès à 2 tarots. Une fois qu'elle a 2 tarots, il lui reste 3 tarots qui font 3 exemplaires de courage inattendu dans sa main. À noter, il n'y a pas de limite sur cet effet, donc si je dis pas de bêtises, mais je vois pas pourquoi ça serait le cas, si vous avez 2 copies de pendentif lunaire dans votre main, vous avez 2 fois l'effet, donc chaque tarot a 4 icônes libres. Et avec Minty Fan, potentiellement 5. Alors les tarots faiblesses, il y en a 2. La tour, qui empêche d'attribuer des cartes au test de compétences, et il y a le diable, qui empêche de jouer des soutiens. J'en parlerai plus tard. Comme les tarots faiblesses n'ont pas d'icône, on peut pas les attribuer au test, et on doit donc continuer à les gérer comme avant. Voilà, carte suivante, observer, c'est un soutien de niveau 4, permanent, limite de 1 par investigateur. Ah oui, au passage, moi j'ai pas trop fait attention, mais apparemment il y en a qu'un dans la boîte. C'est-à-dire que normalement, avec une collection d'Arkham, on est censé pouvoir jouer à 1 ou 2, et on a une carte qu'on pourrait mettre en un exemplaire dans chacun des 2 decks qu'on joue, soit parce qu'on joue en duo, soit parce qu'on joue en solo, mais FFG n'a mis qu'une copie de la carte. Donc il faudra un proxy si vous voulez avoir un exemplaire et si vous voulez que votre partenaire de jeu ou votre autre deck ait aussi son exemplaire. Un truc que je trouve un petit peu agaçant avec le conditionnement des decks des produits d'Arkham mais aussi de Marvel Champions, c'est que en façade c'est censé permettre de jouer 2 decks. Dans la pratique, si on veut jouer 2 decks, on peut pas mettre... Si vous voulez mettre une bonne carte dans chacun de vos 2 decks, vous avez besoin d'un proxy. Bref, je reviens à la carte. Donc c'est un permanent, limite de 1 par investigateur. Avant la mise en place de chaque partie, piochez 3 cartes au hasard dans le deck tarot et choisissez-en une. Placez la carte choisie en face de vous à l'endroit. Chaque autre investigateur ignore ses effets, mélangez les cartes restantes dans le deck tarot. Alors, dans cette boîte, il y a effectivement des cartes tarot, au format tarot, ce qui au passage est très chiant pour le rangement. Il y en a... j'ai un doute, je crois qu'il y en a 22. Ça doit être ça, numéroté de 0 à 21. Apparemment ça correspond aux vraies cartes tarot. Je pense qu'elles sont toutes là, ou presque, alors dans le désordre. Et ces cartes tarot, voilà par exemple la carte 0, elles ont un endroit qui a un effet positif. Là le fou 0,
l'effet positif, c'est chaque investigateur qui n'a pas été vaincu pendant la partie gagne 2 XP de plus. Et l'effet négatif, chaque investigateur qui a été vaincu durant la partie a 2 XP de moins. Voilà. Il y en a une qui fait démarrer avec des ressources en plus, ou démarrer avec des ressources en moins sans possibilité de gagner des ressources. Il y en a qui donnent un bonus à une compétence pendant la première utilisation de la compétence par round, etc. etc. Et sur la chaîne Horreur Arkham JCETV, il y a une vidéo qui est consacrée à tous ces tarots, à leur effet positif et à leur effet négatif. Et donc là, vous avez votre carte qui va vous coûter 4 XP et qui fait que vous piochez au hasard 3 tarots parmi les 22, vous choisissez celui qui vous convient et vous bénéficiez de son effet positif. Vous seul, pas les autres investigateurs à votre table. Alors, j'ai encore jamais joué le deck tarot. Ça m'intéresse moyennement. Alors, je trouve que c'est une couche d'aléas rajoutée à toutes les autres sources d'aléas du jeu. On a l'aléa de la pioche de son deck, l'aléa de la pioche du deck de rencontre, l'aléa de la pioche dans le sac du chaos, et en plus, quand on joue les cartes tarot, il y a l'aléa, quelle carte on pioche, est-ce qu'on a les effets positifs, négatifs. Donc là, dépenser 4 XP pour avoir un effet positif parmi 3, imaginons que vous piochez le fou, la carte qui vous donne des bonus en intelligence et la carte qui vous donne des bonus en agilité, alors que vous êtes le combattant du groupe et que vous servez uniquement de votre force, le tarot qui vous donne le bonus en intelligence, vous l'écartez, le tarot qui vous donne le bonus en agilité, vous l'écartez, et vous vous retrouvez avec le tarot qui vous dit, à la fin de votre partie, vous aurez 2 XP de plus. Ok, c'est bien 2 XP de plus, mais ça veut dire que vous avez dépensé 4 XP, vous n'avez gagné aucun bonus pour la durée de la partie, donc rien qui vous aidera à réussir le scénario. Si vous ratez le scénario, votre tarot vous apporte 0 bonus. Si vous réussissez, vous avez 2 XP et donc vous avez à moitié remboursé votre investissement. Je suis pas fan du tout du concept, mais les gens qui apprécient l'idée du deck tarot voudront sûrement le jouer. Première faiblesse de la boîte d'année. C'est un permanent. Avant la mise en place de chaque partie, piochez une carte au hasard dans le deck tarot et placez-la en face de vous à l'envers. Chaque autre investigateur ignore ses effets. Bon, je vais faire un peu le même commentaire que pour la carte précédente, c'est-à-dire que moi j'aime pas jouer avec les tarots. Alors je pense qu'un jour ou l'autre je finirai par les jouer, mais j'aime pas trop le concept. Donc là une faiblesse qui m'oblige à les jouer, ça m'enthousiasme pas. Éventuellement, je pense que certains joueurs dépenseront peut-être l'XP pour observer afin de contrer leur faiblesse d'année. Voilà. Comme pour les effets positifs, selon la pioche, l'effet négatif sera indolore. Voilà, par exemple, je reprends celui-là. Pendant le premier test d'intelligence qu'effectue chaque investigateur, là, comme vous êtes le seul concerné par le tarot, en fait, ça sera vous. Voilà, donc pendant le premier test d'intelligence que vous effectuez à chaque round, vous avez -1 en intelligence. Si vous êtes le combattant, que vous n'utilisez jamais votre intelligence, le tarot est complètement indolore. Par contre, si vous piochez le fou au début de la partie la plus dure de la campagne, vous êtes vaincu, vous avez -2 expérience. Donc voilà, d'amener, ça oblige à jouer les tarots. Dans sa vidéo, Shep disait que concrètement, ça veut dire si vous allez chez votre pote pour jouer une partie et que vous avez ça comme faiblesse, vous devez vous ramener avec votre paquet de tarots ou demander à votre pote d'avoir son paquet de tarots sous la main et voilà, vous avez une étape de mise en place de plus, vous avez besoin d'avoir un deck en plus de votre deck préconstruit, et de l'aléa, une partie vous aurez un tarot très gênant, par exemple des ressources en moins alors que vous êtes le gardien qui a besoin de s'installer, des parties vous aurez un tarot complètement indolore. Bon.
Le seul truc positif avec cette faiblesse, c'est que c'est impermanent. Donc vous n'avez pas la peur de piocher votre faiblesse au mauvais moment. Votre faiblesse commence toujours la partie en jeu. Voilà, c'est l'avantage des faiblesses permanentes. Autre faiblesse, et je crois que c'est la dernière du pack, 15, le diable, présage tarot, ça coûte 3, ça occupe un emplacement de tarot. Tant que 15 le diable est dans votre main, vous ne pouvez pas jouer de soutien autre que lui. Si 15 le diable est pioché dans votre main de départ lors de la mise en place, avant ou après avoir effectué un mulligan, vous ne pouvez pas le remplacer, il doit rester dans votre main de départ. Alors évidemment, ça rappelle la faiblesse la tour, qui de mémoire coûtait 4 et empêchait d'attribuer des cartes compétences au test. Alors déjà premier effet gênant de cette faiblesse, c'est que si vous la piochez avant le mulligan, vous avez une carte de moins à remplacer lors du mulligan, donc moins de chances d'avoir les meilleures cartes dans votre main. Ensuite, vous ne pouvez pas jouer de soutien autre que lui. Donc si vous avez des soutiens à jouer, ce qui est le cas dans la plupart des decks, première action, vous allez dépenser 3 ressources pour jouer le diable. Et maintenant, il vous reste plus que 2 ressources. Vous voudrez, comme deuxième action, jouer planque pour récupérer les 3 ressources que vous avez perdues. Et voilà, vous avez déjà dépensé 2 actions et vous êtes au stade où vous seriez si vous n'aviez pas cette faiblesse en main. Et maintenant, il vous reste plus qu'une action de votre premier tour pour commencer à vous installer. Donc par exemple, vous allez utiliser votre dernière action pour jouer votre machette au cas où vous piocheriez un ennemi, par exemple. Alors, dans un deck gardien qui assez fréquemment a beaucoup de soutien à jouer, vous aurez probablement envie de prendre une copie de plus de toujours sur ses gardes si vous avez le diable comme faiblesse. Parce que voilà, toujours sur ses gardes, ça vous permettra en une action de jouer jusqu'à 3 soutiens de la main, un à la fois, en réduisant de 1 le coût en ressources. Donc ça vous permettra de faire potentiellement une économie de 3 ressources, soit le coût de la faiblesse. À noter, il y a bien précisé jouer les soutiens un à la fois, voilà, un à la fois. Donc si dans votre main de départ, vous avez toujours sur ses gardes et le diable, tant que vous avez le diable dans votre main, vous ne pouvez pas jouer d'autres soutiens, mais vous commencez la partie, vous avez 5 ressources, vous jouez toujours sur ses gardes. D'abord, vous jouez le diable pour 2 ressources, grâce à la réduction. Voilà. Maintenant qu'il est en jeu, vous pouvez jouer vos autres soutiens, et vous continuez à résoudre toujours sur ses gardes. Donc, vous aurez, avec cette carte-là, vous aurez joué 2 soutiens utiles, et vous serez débarrassé du diable. Alors, à noter, maintenant que la carte est en jeu, elle occupe votre emplacement de tarot. Et si vous jouez un autre tarot, cette carte part dans votre défausse. Alors dans un deck qui pioche peu, c'est pas gênant. Oui, je disais donc, dans un deck qui pioche peu, vous avez le diable en jeu, vous jouez votre tarot, le diable part à la défausse, et vous ne reverrez plus cette faiblesse. Dans un deck qui pioche beaucoup, si vous jouez votre tarot, vous remettez la faiblesse dans la défausse, vous la remélangerez dans votre deck, vous la repiocherez, et vous serez de nouveau bloqué. Dans ce cas-là, il faudra envisager de jouer une carte qui rajoute des emplacements de tarot, donc soit Anakaslo, soit le pendentif lunaire. Donc encore comme beaucoup de faiblesses, ça dépend fortement du deck, mais par rapport à la tour, dont j'ai pas l'image là sous les yeux, voilà, la tour empêchait d'attribuer des cartes au test de compétences, tant qu'elle était en main, ce qui était contournable. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment quand je jouais la campagne en solo expert, de faire des decks qui n'attribuaient jamais rien. Comme ça je pouvais garder la tour dans ma main toute la partie, sans gêne. Par contre, passer toute une partie sans jouer le moindre soutien, c'est infaisable dans 99% des decks, je dirais. Ça se contourne, vous pouvez faire un deck qui joue que des événements, mais c'est quand même assez improbable. Donc globalement, une faiblesse assez pénible. Bon voilà, alors, je vais faire un petit récap, vu qu'il y avait pas mal de cartes. Le fou, c'est une addition intéressante pour les decks cachés son jeu, vu que des cartes qui avant vous semblaient une ressource trop chère pour être intégrées, peuvent maintenant être intégrées. Voilà. Le pendentif lunaire, très bon.
un emplacement de tarot supplémentaire à un coût beaucoup plus raisonnable qu'un Akaslo, et la possibilité de rendre intéressant les tarots qu'on a en main et qu'on ne peut ou ne veut pas jouer. Observer, ça dépendra complètement de votre conception du deck tarot. Moi pour le moment c'est un truc que je ne joue pas, donc observer restera dans ma boîte. D'année, une faiblesse de base qui vous oblige à sortir votre deck tarot. Moi si je la pioche au moment de la construction d'un deck, je l'appliquerai, mais j'aimerais bien que ça ne soit pas le cas. Alors le diable, 15, une faiblesse très pénible, vu qu'elle va vous gêner au mulligan et qu'elle va ralentir votre démarrage. Je l'ai pas mentionné, mais si vous jouez un deck truand qui fait du gain de ressources, que vous avez ça dans votre main de départ, vous perdez 3 ressources en le jouant, vous perdez une action, et vous êtes encore plus loin du moment où vous arriverez à mettre Léo Deluca en jeu. Bon voilà, ça conclut les vidéos sur le renouveau du cercle brisé. Prochaine vidéo de déballage de pack, ça sera sur les confins de la Terre. Alors par curiosité, j'avais regardé le nombre de vidéos qu'il me faudrait pour le pack, vu que je crois que c'est sur ArkhamDB. Sur ArkhamDB, a priori où on a toutes les cartes, voilà. Je montre rapidement. Il y a visiblement il y a 133 cartes différentes. J'ai regardé quelles étaient les cartes, quelles étaient les améliorations les unes des autres. Et du coup, pour cette boîte qui en fait contient un cycle entier, au cas où vous ne seriez pas encore au courant, en faisant une vidéo par investigateur, puis plusieurs vidéos par classe, voilà, donc en continuant sur le modèle de 5 ou 6 vidéos par semaine, on arrive, suspense, à 11 semaines de vidéos, en finissant la 11e semaine par des exemples de decks. Donc voilà. Alors bon, ces derniers temps, je fais souvent mes vidéos en retard, mais en partant du principe que je commence les vidéos sur ce pack la semaine du 18 octobre, bon, à condition que j'ai des scans en français sur Arkham CG Builder, le déballage du nouveau cycle aux confins de la Terre m'occupera du 18 octobre au 31 décembre. Voilà. À part ça, les prochaines vidéos hors Arkham, déballage de l'avènement de Crâne Rouge avec le deck Spider-Woman, peut-être une ou deux vidéos de deck pour Marvel Champions, une vidéo de deck pour Arkham. Je pense que ça sera un deck Trish Scarborough, et dans un ou deux week-ends, donc on va dire mi-octobre ou fin octobre, je filmerai une campagne sur le renouveau du cercle brisé. Voilà, je filmerai une campagne sur le renouveau du cercle brisé en solo avec ce deck Trish Scarborough. Par contre, pour changer, ça sera pas du solo expert, ça sera du standard, et je crois même que j'utiliserai pas les tabous, histoire de moins se casser la tête sur les stratégies parfaites et de tester les nouveautés scénaristiques du renouveau. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Moi, je vais finir mon deuxième café, je vais essayer de monter rapidement, donc le montage sera fait un peu à la truelle, de sorte à ce que les deux vidéos soient disponibles dans l'après-midi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de week-end, si vous regardez la vidéo quand elle sort, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.